Salut les séries addicts, c'est Café Série numéro 25. Salut. Salut tout le monde, bienvenue dans la chatroom. Donc on est notre émission mensuelle sur les séries avec, cette fois-ci, on a notre café, on a le plein de séries à vous proposer, ouais. On est au taquet. On est au taquet pour vous proposer plein d'idées de séries à mater, là, quand il neige, quand il fait froid, on n'a pas envie de faire autre chose que de regarder des séries, ça tombe bien. On a plein de propositions à vous faire. Donc, comme d'habitude, on vous proposera donc le top 3 café et plaid. Cette fois-ci, voilà, c'est la thématique de ce mois-ci. C'est vrai qu'il a fait un temps à rester sous le plaid avec un café. C'était trop complètement bien. Et on va vous parler peut-être d'une série qui est passée sous les radars parce que c'est une série de SF, mais qui n'est pas sur Netflix. Et on a fait exprès parce que voilà, en ce moment. Parce qu'on parle surtout d'autres séries en ce moment, donc on en a choisi une qui était un petit peu passée sous les radars et qui est vraiment super cool. Ouais. Ça s'appelle Counterpart. Bref, et restez avec nous parce que cette semaine Kevin a fait ses devoirs. Ce mois-ci, pardon. Kevin a fait les devoirs et donc on aura un What Else by Kevin. Le What Else, rubrique que tout le monde nous envie et nous copie. Donc, beaucoup de gens s'inspirent. On va commencer donc par les news. C'est pas, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même il y a 2-3 trucs à signaler. Il y a 2-3 bricoles, quand même. Alors c'est parti, espresso. Et dans les news cette semaine, on a appris, entre autres, parmi la multitude de remakes et reboots qui vont voir le jour, dont certains, comme par exemple le Charmed, dont on préférait carrément se passer, il y en a un qui a attiré notre attention, c'est le reboot de Magnum. Alors bon, déjà parce que Magnum... Ouais. Non, mais c'était pas pour l'info, mais c'est parce qu'ils ont trouvé, là c'est un petit peu plus avancé, et ils ont trouvé la personne qui va prendre la place de Tom Selleck. Ouf, ça va être dur quand même. Hein. Et voilà, alors on va vous montrer ce monsieur, donc hop, voilà. Bim. Il s'appelle Jay Hernandez, on l'a vu entre autres dans Last Resort, qui est une série qui n'a pas duré très très longtemps, Bad Moms ou dans Nashville. Ouais, mais dans le film Suicide Squad aussi, je crois. Ah ouais, ok. Il me semble. Voilà, je sais pas si vous connaissez ce Jay Hernandez, bon, en tout cas, on note une légère différence... de look, est-ce qu'il y aura moustache, pas moustache? Non, c'est moustache, Magnum. Moustache. S'il n'y a pas de moustache, c'est pas Magnum. Moustache. Bon. C'est moustache et Ferrari. Faut qu'il ait deux. Non, ouais, ça c'est la photo de l'acteur, c'est pas la photo de l'acteur dans la peau de Magnum. Mais y aura-t-il moustache ou pas? On ne sait pas. Voilà, sachant que quand même la personne qui bosse sur le reboot de Magnum a aussi bossé sur celui de MacGyver. Voilà, ça fait peur, mais celui de Hawaii Five-O qui est pas si mal a priori. Jean-Michel Remake, quoi. Mais voilà, Jean-Michel Remake, j'aime beaucoup. Il s'appelle presque Jean-Michel Remake, il s'appelle Peter Remake en fait, c'est pas ça. Et voilà, Higgins, on ne sait pas qui sera Higgins, ni les chiens. Est-ce que l'originalité est morte chez Network ou pas? Je crois. Je crois que le jour où ils ont signé Charmed avec les trois sorcières... c'est la tristesse quand même. Hein. C'était la tristesse. Je sais qu'à l'époque c'était pas terrible Charmed, mais... Ouais, franchement c'est la grosse tristesse. Et d'autres. Bref, ça mérite même pas qu'on s'y attarde un peu plus. Non, voilà, c'était pour l'info. Ok. Alors, par contre, à vos agendas les amis, il va y avoir plein de nouvelles saisons de séries non remakées, comme on pourrait dire. Ouais. C'est très français ça. À commencer par quand même une saison moi que j'attends particulièrement, c'est la saison 2 de Jessica Jones qui a été annoncée par Netflix et c'est le 8 mars, donc c'est très très vite. C'est le prochain, hein? Ouais. Tout simplement. Et on a vu un trailer d'ailleurs passer. Ouais. Voilà. Hein. Moi je l'attends en tournant, c'est vrai que j'ai pas aimé les dernières séries Netflix, les séries Marvel de chez Netflix. Ouais, je sens que celle-là va être bien. Redresser la pente. Ouais, je la sens bien. Je sais pas, j'ai envie d'y croire. I want to believe, tout ça. Bon, bref. Positif. On revient sur X-Files, mais ouais. Deuxième série à noter, ça c'est super bien normalement. Alors j'ai pas vu la saison 3 parce que c'est une anthologie, mais les 2 premières saisons sont vraiment chouettes. C'est Channel Zero. Donc ça c'est une série british qui est top. C'est plutôt SF horrifique. Ouais, ça fait sacrément horreur. Horreur, je vais faire en anglais. Ça c'est sur la chaîne Sci-Fi et ça va arriver le 13 mars. Donc le truc c'est que comme c'est une série anglaise, il n'y a pas beaucoup d'épisodes par saison, donc c'est facile à voir.
C'est une anthologie, donc chaque saison explore un petit peu c'est comme les légendes urbaines en fait. Ouais. Ils prennent une légende urbaine et ils déclinent la série dessus. Mais c'est inspiré de légendes d'internet, je crois. C'est ça. Creepypasta. Creepypasta, ça s'appelle. Des creepypasta. Et voilà, moi j'ai vachement bien aimé la saison 1. La saison 2 était assez flippante aussi. Ouais. Alors là, la 3, ça va parler donc d'un... Bon, ça s'appelle Butcher's Block, donc le quartier des bouchers. Oui. Voilà. Et il y a une espèce d'escalier, je sais pas si vous avez bien vu, voilà, la fille elle est en train un escalier géant en fait qui apparaîtrait à un moment donné dans la ville, et de cet escalier descendent des démons. Mais franchement c'est une... Enfin, ouais, c'est à voir. Si vous aimez bien les séries d'horreur, il paraît que c'est vraiment top dans le genre. C'est vraiment chouette. C'était sur ma liste. Donc oui, c'est comme American Horror Story si vous voulez, oui, c'est ça, mais... Ça a l'air mieux quand même. American Horror Story, c'est un peu... C'est trash pour... Enfin, c'est gore ou trash pour trash, quoi. Là, je pense que c'est... Channel Zero, moi, je préfère parce que ça... C'est vraiment de la série d'horreur, mais... Plus dans l'épouvante et dans la suggestion, en fait. Ouais, j'aime bien. L'horreur visuelle. Pas mal. Donc, vous pouvez tenter. Donc, ça sera le 13 mars. Toujours sur Netflix, c'est la série barrée Santa Clarita Diet. Ouais. On vous en avait parlé dans Café Série il y a quelques temps, l'année dernière pour la saison 1. La saison 2 arrive le 23 mars. Moi j'attends aussi. Je dis pas que je vais me jeter dessus le 23, je vais pas être non plus sur Netflix à binge-watcher tous les épisodes, mais c'était assez sympa. Et il y avait bon alchimie entre les acteurs. C'était bien délire, c'était rigolo. Je pense que donc ça peut le faire. surveiller. On passe en avril. Bon, en avril, ça sera un peu le mois des séries parce que... Il y a du lourd. En avril, il y a du lourd. Parce que déjà, Légion... Hein, oui, celui-là, j'attends avec impatience. Kevin a fini Légion saison 1. Complètement. J'ai noté. Donc déjà, bien regardé Légion saison 1. Ouais, donc c'est carrément bien. C'est spécial, mais c'est vraiment bien. Et la saison 2 arrive le 3 avril sur FX. Donc, pas de diff encore en France, mais... OCS devrait le diffuser. En US plus 24. Ouais, sûrement, ouais. La première saison, il avait diffusé vraiment un petit peu plus tard, genre 1 ou 2 mois plus tard. D'accord. Et je crois que cette fois-ci, ils vont essayer de caler la diffusion américaine. Carrément. Franchement, cette série, elle est... Franchement, c'était top. Hein. Si vous l'avez pas vu, regardez... Vous avez le temps. Parce que de rattraper d'ici... C'est très court, il y a quoi, 7 épisodes, je crois. C'était 7-8. Ouais. 7-8 épisodes à tout casser, donc ça se regarde très très vite. Et attention, j'allais dire, je m'auto-spoil. Avril, c'est surtout le retour de Westworld. Et alors ça, c'est voilà, je balance les images parce qu'en plus il y a les premières images qui sont sorties. Je suis tellement hypé cette saison 2. C'est magique. C'est pour le 22 avril sur HBO. Ouais. Et ça sera en US plus 24 en France. Ouais, bien sûr, complètement. Regardez-moi, non mais c'est assez Entertainment Weekly qui avait l'exclu des premières photos, j'en ai pris quelques-unes. J'ai tellement envie de voir cette saison. Dolores. Dans une année sans Game of Thrones, je pense que le blockbuster épique, ça va être Westworld cette année. J'avais vraiment... voilà. Regardez-moi cette photo, elle est top cool. Tellement classe et nice. Allez, si vous voulez voir, il y en a une vingtaine sur le site de Entertainment Weekly. Tellement de questions à la fin de la saison 1. Il y a répondre et tellement envie de revoir certains personnages en plus. Complètement. Tout. La musique et tout. L'ambiance, tout. Ça va être le avril. Tellement. Avant, on était à Danf quand c'était avril, Game of Thrones. Là, maintenant, c'est Westworld. Non, c'est Westworld cette année. Ça va être cool. Voilà. Et pour finir, dernière news, dernier retour, il y a... Ah oui, vous dites The Handmaid's Tale en avril ? Ouais, peut-être. Oui, c'est possible. C'est possible, ouais. En mai, il y aura la saison 4 de Unbreakable Kimmy Schmidt. Ouais. Avec un petit hic. Ah non, mais Jeff, t'enflamme pas. Parce qu'en fait, ils vont couper la saison en 2 parties. Ouais, donc, il y aura les 6 premiers épisodes qui seront diffusés le 30 mai. À partir du 30 mai, et en fait après il y aura une coupure et on ne sait pas quand sera diffusée la deuxième partie de la saison. Ça, c'est vraiment pas terrible. Ouais, c'est pas à cause de la grossesse de l'actrice peut-être. Je sais qu'elle était enceinte. Ils ont peut-être dû aménager le tournage et couper ça en 2 pour elle. D'accord. Ah, Pedro Litos nous dit 25 avril The Handmaid's Tale. Le 22 Westworld et le 25 Handmaid's Tale. Ça fait beaucoup pour le mois d'avril quand même. Posez vos congés. Allez, ça va être dur. Dépêchez-vous. Il faut solder les congés avant la fin de l'année. Allez-y. Cette semaine-là, ça sera vraiment la
la semaine de ouf. Et d'ailleurs, ça tombe super bien, Pedrolitos. On croirait que t'as lu notre doc, parce qu'en fait, la prochaine news, c'est sur Margaret Atwood, figure-toi. Margaret Atwood, donc l'auteur du livre The Handmaid's Tale, entre autres. Qui a aussi fait Alias Grace, dont on vous a déjà parlé. Et eh bien, il va y avoir encore des séries adaptées de ces livres. Décidément, vu que ça marche, tous ces. Mais grave, attends, mais c'est. Donc, c'est Paramount Television qui a acheté les droits d'une trilogie qui s'appelle Mad Adam. Et donc, il y a donc forcément 3 romans. C'est sûr. Alors, la photo. Le compte est bon. Est-ce que je peux vous la montrer ? Voilà. Donc, en gros, c'est une histoire post-apocalyptique. Et on va suivre un groupe de survivants qui veulent reconstruire le monde après qu'une pandémie ait décimé toute la population mondiale. Je sens que ça va être joyeux. Voilà. Comme les autres séries, déjà. Eh ben, j'ai envie de dire, le pitch me plaît pas du tout. Mais on me dit Margaret Atwood, maintenant je... Le pitch a l'air banal vu comme ça, mais je sens que ça peut être... Je pense que... Je pense que ça peut le faire quand même. Je suis pas allé au bout d'aucune des 2 autres séries. Mais en fait, c'est que c'est un mouvement, c'est tellement plombant que j'ai du mal vraiment à me... Mais tu alternes, tu regardes Santa Clarita Diet, tu regardes... C'est dur quand même. Moi, Autant je reconnais complètement la qualité des séries, autant j'ai vraiment du mal à avancer. Les héroïnes en prennent tellement plein la gueule en fait du début à la fin. Tu regardes Bob's Burger entre chaque épisode de série de Margaret Atwood, un Bob's Burger, tu vois, un truc comme ça. Il faut me remonter le moral. Hein. Je sais pas. Tant qu'antidépresseur après avoir vu ça. Aussi. Il y a Fahrenheit aussi. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Oui, sur HBO. Il va sortir aussi. Je crois que c'est Michael B. Jordan. Hein. C'est sur HBO, ouais. Il est choqué. Michael Shannon, ça va être cool. Ouais, en fait, il y a plein de trucs qui arrivent. Ça y est, la trêve hivernale est bientôt finie. Ça va être le retour. C'est ça, en mois d'avril, tout le monde se réveille. Hein. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de news. L'hibernation des séries est terminée. On va avoir plein de choses à voir en avril. Ça va être... on va devoir faire un double agenda. Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, ça donne très très envie. Donc voilà pour les news. On va passer, si vous voulez bien, à la suite. Donc c'est notre super top 3 café et plaid. Alors, notre top 3 café et plaid, on a choisi quelques séries, pas que du Netflix, mais quand même il y a du Netflix, on était obligé, ça fait un peu partie... Combien 700 séries par an, je crois, qui sont prévues. On est obligé, voilà, c'est difficile d'y échapper quand même. Hein. Et celle à laquelle il était vraiment impossible d'échapper, je pense, dernièrement sur Netflix, c'est Altered Carbon. Ouais. Tout le monde en a parlé, tout le monde a eu son mot à dire. Nous aussi, on voulait en toucher 2 mots. Ouais, complètement. Donc vas-y, Kevin, si tu veux. Vas-y. Ouais, donc Altered Carbon ou Carbone altéré, donc c'est tiré d'un roman, donc du même nom, qui a été écrit par Richard Morgan. La série, donc la showrunneuse est une showrunneuse qui s'appelle, j'essaie de pas écorcher son nom, Leta Kalogridis. Voilà, donc qui a bossé au cinéma notamment sur Avatar, Shutter Island. Sur le dernier Terminator, je crois, c'est pas forcément sa meilleure, mais on va retenir Shutter Island quand même au milieu de tout ça. Shutter Island, magnifique. Donc c'est du cyberpunk, en fait, on va mettre l'affiche. Ouais. Tac. Voilà. Donc ça se déroule dans un futur, d'ici 300 ans dans le futur en fait, dans un monde où en gros les humains plus ou moins vont vaincu la mort, dans la sorte où ils ont développé une technologie donc ils appellent les piles, dans laquelle l'être humain va pouvoir sauvegarder sa conscience. Donc le rendant virtuellement immortel, parce qu'en cas de mort violente, volontaire ou non, de son corps, dans ce qu'ils appellent l'enveloppe, il suffit donc de transférer la pile dans une autre enveloppe, tout simplement pour se réincarner, etc. Sachant que si tu as les moyens, forcément, de te payer une enveloppe derrière. C'est comme quand tu mets une carte SIM dans ton nouvel iPhone. Exactement, tu prends un nouveau téléphone et tu mets ta carte dedans, exactement, tout à fait ça. Donc comme je disais, seulement si tu as les moyens d'attraper un corps, parce que finalement, on va comprendre que le corps est devenu marchandise comme une autre, et si tu as tout tourne autour d'une question d'argent. Donc finalement, la société s'était divisée un petit peu en 2 castes. Donc il y a les castes, donc forcément de ceux qui ont les moyens d'installer des corps, qui se nomment les Mathusalem ou Math. Ce sont donc des personnes richissimes qui peuvent se réincarner un petit peu éternellement. Donc certains vivent depuis 300 ans par exemple. Et après il y a le reste du peuple. Ils habitent en fait au-dessus des nuages. On espère le citer au-dessus des nuages pour pousser encore le parallèle avec les dieux. Et le reste de l'humanité, donc ils habitent au ras du sol dans l'espèce de bidonville, dans un univers un petit peu fortement inspiré de Blade Runner. Donc c'est-à-dire on a des grands gratte-ciel, on a de la pollution, des grandes publicités. Ça grouille aussi. Ça grouille de vie dans tous les sens, c'est un petit peu crade un peu partout.
Le visuel de la série est sensationnel, véritablement, que ce soit donc la représentation visuelle donc de tout, de l'éclairage, de la lumière et tout ça. Donc il y a eu le film Blade Runner 2049 qui est sorti l'été dernier, et franchement ça a très peu de choses à envier à Blade Runner pour une série télé. Visuellement, franchement ça pète. C'est vraiment très 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 bien détaillé, que ce soit donc au niveau des lumières et tout ça, mais aussi au niveau du sol, au niveau des êtres humains, où tu as par exemple, tout est un peu tactile, un peu crado, on s'y croit vraiment. T'as pas l'impression d'être sur un décor de plateau, tu as vraiment l'impression d'être sur un endroit. Donc ça c'est pour l'univers. Et sinon au milieu de tout ça, on va sur un personnage qui s'appelle Takeshi Kovacs, donc en fait qui est un ancien soldat de la classe des Diplo, en grosso modo, donc c'est des super soldats qui se sont un jour rebellés contre le protectorat, donc c'est une espèce de grande organisation qui inclut la Terre, parce que dans cet univers-là, les êtres humains ont conquis les étoiles, donc il y a une espèce de grand, pas d'empire on va dire, mais ils appelaient ça le protectorat. Donc il y a une guerre civile, une rébellion, une insurrection, le mot à rechercher. Donc ils ont perdu, malheureusement, ces Diplo-là. Et donc Takeshi Kovacs, il s'est retrouvé un petit peu donc déjà privé de son corps, on a extrait sa bille de son corps, et il s'est retrouvé donc congelé, mis dans la glace pendant près de 250 ans, c'est ça ? Et donc on va le sortir de la glace après 250 ans pour enquêter sur le meurtre d'un mat. Enfin, le meurtre, vu qu'il peut se réincarner, en fait, c'est un petit peu bizarre. Mais du coup, une de ces enveloppes a été tuée, et donc il aimerait savoir qui l'a tuée, donc il va engager Takeshi Kovacs pour ça. Oui, parce qu'en fait, il y a un trou dans sa mémoire, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a sa sauvegarde sur le cloud, grosso modo, en fait, assez régulièrement. Et donc, c'est tous les 2 heures, truc comme ça. Donc, il y a un gap de 2 heures. En gros, il a pas synchro sa Dropbox. C'est ça. Mais grosso modo, c'est exactement. C'est ça. Il s'est fait tuer juste avant un synchro, donc il y a un gap de 2 heures. Ouais, donc, il a engagé Kovacs pour essayer de retrouver le coupable. Parce que tout le monde pense qu'il s'est suicidé, en fait, grosso modo. Donc voilà, donc grosso modo, c'est une enquête policière dans cet univers-là. En fait, c'est quand même une enquête policière à partir du 3-4e épisode. En fait, c'est ça. En gros, moi, je me suis un petit peu ennuyé les premiers épisodes, dans le sens où il y a la présentation de l'univers, donc forcément, il y a beaucoup de choses à dire. C'est parfois un peu lourdingue, mais soit. Mais après, on passe beaucoup de temps sur les flashbacks de Kovacs, on va nous raconter sa vie. Et c'est très très mal amené dans l'ensemble. En gros, chaque épisode est l'occasion donc de faire un flashback. Kovacs est face à une situation, c'est un peu cliché. Pour se sortir de cette situation, donc narrativement, on va nous montrer un flashback d'une situation passée qui va faire le parallèle. Donc tout ça raconté en voix off, avec une espèce de morale de l'épisode en cours. Sauf que tu termines l'épisode où finalement la morale, tu comprends pas où ils ont voulu en venir. Les flashbacks sont lourdingues au possible, sont assez mal intégrés dans la narration. Donc tu t'embêtes un peu dans les premiers épisodes. Moi, je me suis franchement embêté. Dans les premiers flashbacks, parce que d'autres flashbacks sont bien plus intéressants après. Mais voilà. Mais en fait, voilà, si j'avais dû juger la série sur ces premiers épisodes, j'aurais eu un avis assez négatif. Sauf qu'au bout d'un moment, ils mettent un petit peu de côté ces flashbacks un petit peu chiants, et on commence un petit peu à se réintéresser donc déjà à l'enquête principale, qui est véritablement pour moi le point fort de la série. Oui. Donc en gros, tout ça est tiré et un petit peu filmé à la façon film noir. Donc c'est donc le héros solitaire, taciturne, vétéran de guerre, donc il va mener une enquête avec une voix off et tout ça, une enquête policière. Et donc véritablement, c'est le point fort de l'histoire. Donc on commence un petit peu à enquêter, on apprend davantage sur les Mathusalem, sur un petit peu tout le trafic des corps et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est aussi les personnages secondaires qui commencent davantage à interagir avec Takeshi. Que ce soit par exemple la flic Ortega, et le père de la gamine là, comment il s'appelle là, j'ai noté son nom, j'ai oublié son nom, Elliot. Père de la gamine. Ouais, il y a un père de la gamine qui est un ancien soldat que Elliot. Oui. Bon, moi je l'ai bien aimé. Je trouve justement que Kovacs devient plus intéressant quand il a plutôt à interagir avec d'autres personnages plutôt que quand il est tout seul. Et j'ai l'impression aussi que Joel Kinnaman a aussi plus de choses à jouer. Joel Kinnaman, c'est pas le meilleur acteur de la Terre. C'est pas le meilleur acteur du monde. C'est ça, il est un petit peu guindé, un peu figé. Mais il était dans The Killing. Mais dans The Killing, il y avait quelqu'un avec qui rebondir. Mais là, il y a Ortega en même temps, mais justement, elle est pas tout le temps là. Elle est pas tout le temps là, et ça devient intéressant quand elle arrive dans l'histoire, en fait. Bah oui. Quand il est tout seul, c'est un peu chiant, en fait. C'est un petit peu ça le problème. Et donc, moi, j'aimais lui. Ah oui, voilà, c'est aussi un autre personnage. C'est justement parler des personnages secondaires. Lui. Le personnage de Poe, qui est une IA. Terrible. Parce que là, donc, il y a évidemment toute une histoire avec des IA. Mais ça, c'est génial parce que t'as
T'as jamais vu un personnage comme ça, un personnage secondaire comme ça? Non, franchement, ça, non. Voilà, mais sans en dire autre chose, mais... Ouais, on va pas rentrer dans les détails non plus, mais... Voilà. Encore une fois, quand il interagit avec Poe, avec... et j'ai adoré. Poe, il est cool. Déjà, c'est Edgar Allan Poe, donc forcément... Forcément. Donc, donc voilà, les points forts de la série, vraiment, ça va être l'enquête. Donc, c'est vraiment à partir de la deuxième partie. Donc, ça va être l'enquête et les personnages secondaires. Et du coup, j'en suis arrivé vraiment à vouloir voir la suite, ce qui n'était pas forcément gagné au vu des premiers épisodes. C'est un peu... le premier épisode, c'est un peu une démonstration de ce qu'ils savent faire sans vraiment avoir d'histoire intéressante. C'est mal raconté quand même. Il y a beaucoup d'informations et tu sais pas ce qu'il veut nous raconter. Ça nous raconte mal les choses. La narration est vraiment problématique dans les premiers. Ouais, non, c'est clair. Et après, après ça trouve son rythme. Enfin, ils ont un but après, ils savent quoi dire. En gros, c'est comme toutes les séries Netflix, c'est bien à partir de la moitié. Mais oui, c'est ça le truc. C'est vraiment le truc. Alors, je sais pas ce que vous êtes rendu, mais c'est vrai que je pense qu'on va dire, allez, c'est quoi, l'épisode 5 ou 4, Pour moi, c'est l'épisode 5, ouais. C'est l'épisode 5. C'est à partir de la moitié où ça bascule. Au moins, ça, on spoil pas, c'est bon, stop. Mais voilà, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'au départ, on est un peu... Il faut s'accrocher, hein, quand t'es comme moi aussi, qui finit pas la série, tu vois. Toi, normalement, à 5, t'as déjà fini la série. Mais j'aurais pu arrêter avant, tu vois. Après, heureusement que j'ai persisté, parce que finalement, je le regrette pas, parce que la deuxième partie est vraiment cool de la série. Après, ça, vraiment, le milieu est cool, et puis les personnages secondaires sont vraiment chouettes aussi, donc... j'avais 2-3 autres trucs. Les combats sont réussis. Trop de sexe, t'as marqué. Un peu gratuit. J'ai l'impression que ça. Ouais, c'est gratuit, ça apporte pas grand-chose électrique. Oui, bien sûr. Ça veut faire un peu adulte, mais finalement, ça sert pas. Tu vois, j'ai trouvé que c'était une des seules séries où le cul, justement, c'était assez justifié. Vu que le corps, c'est rien pour eux, du coup, ils baissent comme ça, quoi. Ouais, j'ai pas vu comme ça. Le corps a tellement plus son importance. Ça dépend, c'est vrai que c'est intégré dans la société, mais tous les personnages le font et je sais pas si c'est justifié pour tous derrière, tu vois. Ouais. Je sais pas, au niveau de la mise en scène et tout ça, j'ai trouvé ça un poil gratos, quand même. Oh, les front nudes, c'est quoi? Ouais, les front nudes étaient un peu gratuits, hein, globalement, Mais, en tout cas, il faut persister quand même. Ouais, il faut persister. Les combats sont cool, franchement. La mise en scène des combats est vraiment réussie, Et Joel Kinnaman fait vraiment bon au niveau des cascades, hein. Ça se bastonne plutôt bien. J'avais noté, je trouvais la musique assez discrète dans l'ensemble. Autant le générique est plutôt cool, autant la musique pendant les épisodes ne m'a pas du tout marqué, je m'en rappelle pas du tout. Vraiment pas le point fort. On dit beaucoup de sang aussi. Ouais, beaucoup de sang également, aussi un peu gratuit par moment. Il y a des scènes vraiment très violentes par moment. Bon, ça, j'ai l'impression que les scènes de torture, moi je trouve c'est... c'est un peu too much. Pas évident, hein. Ouais, c'est un peu too much. C'est pour faire, je sais pas si c'est pour faire adulte ou parce qu'on est sur Netflix, du coup il y a aucune limite, donc on se lâche, je sais pas trop. Mais c'est pas toujours forcément justifié par l'intrigue. Mais bon, après c'est peut-être que mon ressenti, que ça va pas déranger d'autres personnes. Hein. C'est ça. Mais ouais. Ah ouais, on a un commentaire intéressant dans la chatroom. Les riches se payent de beaux corps, ils les montrent comme un riche montre ses Ferrari. Oui. Ouais, c'est pas mal. Ils se payent de beaux corps, mais ça dépend en fait, vu qu'il y a une justification où certains ne peuvent pas acquérir. Disons que la nudité est justifiée, mais le sexe reste quand même un peu gratuit. Ouais, un petit peu. La nudité, elle est justifiée parce que justement, il y a ce côté-là, genre les corps, c'est très plastique, très esthétique. Oui, c'est vrai que vu qu'il se paye le truc. Rien que le corps de Kovacs, au début, le mec, il taille comme une armoire, quoi. Oui, il est monstrueux, quoi. Il est du monstrueux, je vois qu'il a pas comment il peut plier ses bras. C'est juste monstrueux, le truc. Bon, voilà, allez-y. Mais mais franchement, vraiment c'est positif. Hein. J'ai bien aimé la série et ça donne envie de. Accrochez-vous un petit peu et vous allez pas le regretter. Puis si vous ennuyez, vous admirez la beauté esthétique du truc. Non, globalement c'est la bonne série de SF. Hein. Visuellement c'est réussi, les combats sont réussis, l'intrigue se révèle être intéressante. Oui. Voilà, si tu t'accroches, faut s'accrocher les premiers épisodes et finalement ça paye. Ça paye au bout. Ok. Bon, on enchaîne avec une deuxième série Netflix, c'est La Fête. Alors, rien à voir. Alors, mais vraiment rien à voir. Alors là, rien à voir. Ça s'appelle Everything Sucks. Donc c'est une comédie-dramédie. Dramédie, ouais. J'avais noté comédie. Dramatique côté comédie. Enfin, bon. Comédie douce amère, j'avais noté. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, petite note. Donc cette série-là, elle surfe un peu sur la vague nostalgie. Surf, ah ouais. Ça va. Elle fait des plongeons avec des loopings dans tous les sens. On y est, ça y est. T'as vu qu'un épisode aussi.
J'ai vu 2 épisodes, deux épisodes. Okay. J'ai persisté. Donc, ça a été dur, mais j'ai persisté. Voilà. Bon, bref. Donc, ça parle d'une bande de jeunes et ça se déroule surtout dans les années 90, plus exactement en 96. Oui. Et on suit un groupe de jeunes garçons qui habitent dans la merveilleuse ville de Bowring. C'est une vraie ville. C'est une vraie ville, c'est terrible. Et ils rentrent au lycée. Ouais. Et donc, en gros, quand même, ce sont des losers, ce qu'on appelle les ancêtres des geeks, quoi, des nerds. C'est ça, voilà. Et donc, en gros, ça sent la loose pour eux quand même, l'entrée au lycée. Hein, ils ont bien des têtes de bisous. Ah oui. Et ils vont quand même trouver des choses intéressantes à voir. Oui. Une fille. Une nana. Et alors ça c'est pour un des garçons qui va tomber sous le charme d'une jeune fille un peu plus âgée que lui. Et sinon ils vont découvrir le club vidéo aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est le AV Club. Et donc c'est à partir de là on va suivre leurs aventures. Donc non, rien à voir avec Beverly Hills. N'ayez pas peur, ce sont de vrais gens. Genre des ados qui ressemblent à des enfants, des vrais ados. Ça ressemble à des ados, ouais. Voilà, c'est pas les populaires, c'est pas les... Voilà, c'est vraiment des... On pourrait dire des ados comme les autres. Oui, enfin, ils ont l'âge de leur rôle. Déjà, c'est pas les ados des mecs de 30 ans qui jouent les adolescents. Non, c'est pas Beverly Hills. Donc, alors, on va passer... Alors, le côté nostalgie... Oui, parlons-en du côté nostalgique, oui. Au début, c'est extrêmement pénible. Ah oui, voilà, oui. Parce que la série commence par enchaîner les poncifs des années 90 et c'est mal fait quoi. Enfin, ça s'enchaîne. Ils ont mis les sweatshirts, les coiffures, les VHS, la musique, les films, tout y est. Mais moi j'ai trouvé que au bout d'un moment ça s'arrêtait et qu'on passait vraiment à l'histoire et du coup j'ai pas trouvé ça si relou que ça. Tu vois. Moi, sur les premiers épisodes, c'était franchement relou. À un moment, ça commence un peu à me sortir par les yeux. Tu sens que derrière, c'est pas le but de la série, qu'ils veulent raconter quelque chose derrière, au niveau, par exemple, du personnage féminin et de son coming out. Ouais. Tu sens qu'il y a un truc intéressant, mais vraiment la couche de nostalgie, faut dire que ça commence sérieusement à me sortir par les yeux. Toute cette mode de la nostalgie, j'en peux complètement plus. Alors peut-être que j'ai eu un a priori négatif en entamant la série, mais il y a des trucs lourdingues, le montage vidéo là, au 2e épisode, c'était horrible celui-là. Et là, il fallait qu'on ait un montage évidemment sur une bonne musique des années 90. Ceux qui ont grandi à cette époque reconnaîtront le morceau. Ça. Et oui. Ouais, au-delà de ça, oui, ils essaient de raconter des choses, mais c'est un peu lourdingue dans le traitement. Je trouve que ça manque de nuances. Les personnages manquent de nuances. Globalement, ils sont assez sur un ton. Par exemple, comment il s'appelle Luc, le personnage principal, il est gentil. Il est gentil. Voilà. C'est à peu près tout. Et l'autre, il est vraiment nerd. Ouais, non. Moi, je trouve que c'est vraiment l'impression qu'on a sur le début et que après ça passe parce que on peut s'attacher au gamin. Donc c'est Netflix. On disait. C'est Netflix. Ça passe. Sauf que là, j'ai pas persisté. Non, voilà, c'est vrai que l'emballage est un peu criard. On va vous parler des années 90 et vous allez savoir que vous y êtes. Bon, après moi, c'est quelqu'un qui n'a pas connu les années 90, peut-être ça... Est-ce que ça l'intéressera ou pas ? Pourquoi pas ? Je veux dire, la thématique de l'ado qui est mal dans sa peau et qui elle peut être faite de nos jours. Pourquoi faire ça dans les années 90 en fait ? C'est ça que mais ça c'est parce que c'est la mode. Ça c'est clair que c'est... Toutes les thématiques à avoir là-dedans, on peut complètement faire... Depuis qu'ils ont mis des cassettes audio dans 13 Reasons Why, c'est bon, ils ont... Ça aurait pu être fait dans une série en 2017, ça aurait été exactement pareil. Toutes les thématiques auraient été là. Pourquoi nous refoutre ça ? C'est ça que je comprends pas, c'est gratuit en fait. Peut-être, voilà, ils ont pas autant des portables, tout ça, machin. Mais je sais pas, moi ça a pas fonctionné sur moi. Moi j'ai bien aimé le premier épisode m'a particulièrement déplu, mais après au fur et à mesure je me suis attachée au personnage. Moi dans les premiers je me suis pas trop attachée au personnage. Et la partie comédie est vraiment nul aussi. Ça fait pitié. C'est ça le problème en fait. C'est qu'il y a Par contre, le côté drama et le côté sentiment, tout ça, moi je trouve ça bien fait. Le fond est pas mal, mais déjà moi j'ai un problème avec les acteurs. Je trouve que le jeu est assez inégal dans son ensemble. Certains jouent assez mal, j'ai trouvé. Le vieux quoi.
Le vieux joue c'est mal, mais au niveau des gosses, les deux potes de Luke. Mais ils jouent pas, enfin, on les voit à peine, ils servent à rien. Qui fait l'espèce de pseudo Sheldon, là, qui est tout en mauvaise humeur, et tout le temps il y a un tic avec les yeux qui est insupportable. C'était juste pas possible. Alors, pour prendre un titre de comparaison, les gamins dans Stranger Things sont largement meilleurs. Ah bah oui, bien sûr. Il faut comparer. Si on devait comparer les acteurs et les séries, les gamins sur Stranger Things sont beaucoup plus crédibles et bien meilleurs en fait en tant qu'acteurs. Et c'est ça qui m'a. Mais moi j'ai bien aimé. Après, moi je suis fan de la série Freaks and Geeks. Donc c'est forcément une série qui part de l'adolescence, qui part de plein de choses. Ouais. Là c'est l'argument, c'est sûr. Forcément, quand tu passes après Freaks and Geeks, c'est compliqué de... Non mais Freaks and Geeks, c'est le top en série sur les ados, on est d'accord. Mais maintenant, ouais. La série fait tout mieux en fait, donc c'est pour ça que j'ai du mal à trouver à justifier le fait de regarder Everything Sucks alors que tu peux regarder Freaks and Geeks en fait. C'est ça le truc. Il manque un truc. Il y aurait l'aspect comédie, je pense, qui serait plus intéressant. Ouais, mais c'est vrai que la comédie est ratée, donc ouais. Pour une dramédie, c'est un peu il manque un équilibre. Moi, il manque un truc, en fait. Je trouvais qu'il manquait un truc dedans qui fait que 2 épisodes et j'ai dit stop. C'est fini. Moi, je trouve assez sympa. Après, c'est format court, donc ça va vite. Ouais, ça se regarde vite. 26 minutes, 10 épisodes. Ouais, vous n'avez pas non plus... c'est pas un investissement incroyable. Non, complètement. Voilà, bon, si vous avez envie de réentendre les vieux tubes des années 90. Ah oui, complètement. Au niveau musical, ça vous fait une belle playlist. Musical, c'est pas mal. Oui, il y a du Oasis, j'ai bien aimé. donc c'est plutôt cool. Ouais, je dirais pas ça, mais... bref. Bref, donc j'ai chanté Bad Reputation dans la tête. Ah oui, Freaks and Geeks, c'est sûr. On enchaîne. Alors là, celle-là, tu vas me dire, je l'ai pas vue, mais moi, je vous la conseille... mais 10 000 fois. J'ai pas tout vu. C'est une série française et c'est une série comique. Oui. Et c'est une série qui est très bien. C'est vachement bien. Vachement bien. Donc ça s'appelle hurler de rire. Irresponsable et c'est diffusé sur OCS Max exactement ou sur OCS Go. OCS Go. Voilà, parce qu'en fait sur OCS Max c'est 2 épisodes par semaine et sur OCS Go tout est déjà dispo donc les 10 épisodes de la saison 2. À la base, Irresponsable, en fait, c'est un projet de la FEMIS, c'est une école de scénaristes. C'est le projet qui a gagné en 2016 et son créateur donc, s'appelle Frédéric Rosset. Donc, c'était un tout jeune créateur. Et ils ont retravaillé le truc. Ça a donné cette série qui est franchement top. Et là, il est aux commandes de la série avec sa sœur. Et tous les deux, ils ont inventé un style de comédie française qui me plaît. Et c'est tellement... qui fait enfin vraie comédie, où on voit des gens qui existent en fait. C'est ça. Donc en fait, ça raconte l'histoire de Julien. Julien, c'est lui. Alors Julien, c'est un glandeur. Complètement. De 30 et quelques années, 32. Un irresponsable. Un irresponsable. C'est lui l'irresponsable. Qui a pas de taf, qui vit chez sa mère, qui fume des pets toute la journée. Joue aux jeux vidéo. C'est un grand enfant dans un corps de 32 ans. Et sa mère, il habite donc chez sa mère, voilà la maman. Et comme sa mère un peu lui pousse aux fesses pour trouver un job, il trouve un boulot de surveillant, de pion dans un collège. Et dans ce collège, en fait, il retrouve son ex, quand il était tout jeune, qui s'appelle Marie et qui est prof là-bas. Et c'est là que Marie lui annonce qu'ils ont eu un fils. Qui a 15 ans. Et voilà comment Julien se retrouve à 32 ans, papa d'un ado de 15 ans. Et voilà. Et c'est juste génial, sachant que leur fils, donc, qui s'appelle quand même Jacques, ce Jacques est en fait plus mature que son père. Voilà, complètement. En même temps, c'est pas bien difficile d'être plus mature que lui. Mais, et voilà, et cette série est juste géniale. Donc Julien est joué par Sébastien Chassagne. Qui est top. Je pense que c'est un des meilleurs acteurs de cette génération, de la nouvelle génération. Il est fantastique. La façon de sortir les vannes, le timing, il a le timing comique en fait. Ah mais ce mec a le timing de la punchline, ça tombe pile poil. Nombre de fois où j'ai hurlé, j'ai pleuré de rire quasiment, où tu sors une vanne où tu t'y attends pas, il est en train de discuter, il sort une connerie et le truc improbable au possible et tu commences à pleurer tellement c'est rigolo. Il est génial, cette série est formidable, il faut absolument que vous alliez la voir
Parce que c'est sûr, vous allez aimer, vous allez pas vous ennuyer. Non, vous pourrez même vous reconnaître dans certains aspects de Julien. Il y a certains trucs où j'ai compris, moi. Ou d'autres, hein, parce que ça peut être aussi... vous pouvez aussi... En fait, moi, je trouve que c'est une série pour tous les âges, parce que tu peux... forcément, tu peux te reconnaître dans Julien, mais tu peux aussi te reconnaître dans le gamin de 15 ans, machin. Tu vois... Oui, dans le gamin aussi, ouais. Il y a des trucs... moi, j'ai montré un épisode à ma mère, elle s'est reconnue dans ma mère, tu vois. Elle a été morte de rire. Donc, en fait, ça correspond à toute une génération, c'est vraiment plein de blagues. Alors la première saison est vachement très axée comédie parce que Julien il en rate pas une, franchement, ça c'est clair. Dès qu'on pense non, il va pas le faire parce qu'il va faire. Le mec, c'est jamais de sa faute, il se sort toujours de toutes les situations. Incroyable. Avec des pirouettes, c'est terrible. Et la saison 2, alors ils ont fait ils ont pris le pari de garder ce niveau quand même qui était vraiment top. Ils ont développé tous les personnages secondaires et ils ont amené quelques nouveaux personnages qui sont vraiment top. Ah, cool. Ouais, franchement. Et puis niveau acteur aussi, ils ont trouvé des gens super. Et chaque personnage secondaire a une storyline intéressante. Moi j'ai adoré, j'ai regardé les 10 épisodes en 3 jours. C'est top. Et j'ai adoré aussi. C'est des mecs qui sont hyper inventifs parce qu'ils ont même réussi à. Ils ont fait un épisode vu du point de vue de Julien. Oui. Et ils ont fait un épisode vu du point de vue des autres. C'est la même histoire. C'est génial. Voilà, franchement, allez-y. De toute façon, vous pouvez qu'adhérer à ce mec, Sébastien Chassagne. C'est un génie, je vous dis. Oui, voilà. Si vous détestez les comédies françaises, vous allez adorer RS Force. Exactement. Non, parce que c'est sincère. Ouais. Du début à la fin, c'est sincère. Ça se... pas se moquer des personnages, mais ça va se rire avec les personnages globalement. Donc, et ils parlent tous comme nous, quoi. Bah oui, ça parle comme nous, c'est ce qu'on attend en fait d'une comédie française. Ça parle comme nous, ça fait des vannes pourries comme nous. Et c'est les situations. Voilà, et même les jeunes, parce que du coup ça se passe pas mal au collège, comme les pions. Ça parle un langage réel, vraiment, ça parle comme nous, en fait, c'est ça qui est ouf. Mais un pion comme ça, laisse tomber, quoi. C'est vraiment très drôle, donc on en rigole encore alors. Mais oui, voilà. Donc vous ne parce que quand on parle, il y a des vannes qui reviennent à l'esprit en fait, qu'on peut pas forcément spoiler, mais. C'est sur OCS et c'est génial, donc allez-y. Vraiment, ouais. Rattrapez ça si vous avez. La comédie à voir ce mois-ci, je pense, mais. Ouais. Complètement. Responsable. Franchement, ouais. Donc voilà, ça c'est le gros coup de cœur. Ouais, complètement. Voilà pour notre top 3. Donc si vous avez envie de rester sous le plaid, vous avez de quoi faire. Et pour le reste, on va vous parler d'une très bonne série qui est peut-être passée sous vos radars. Ça s'appelle Counterpart. C'est notre Zoom. Et oui, le Zoom du mois, c'est une série de la chaîne Stars, la chaîne états-unienne Stars, qui n'est pas connue pour faire dans la subtilité et dans la dentelle. Hein, ouais. Voilà, c'était par exemple, c'était Spartacus, je pense, me semble. Oui, c'était Spartacus. Par exemple. Et d'autres trucs rigolos aussi. Et d'autres trucs rigolos. Sinon, chez nous, c'est sur OCS, j'ai oublié de le marquer. Hein. Ouais, sur OCS, c'est un épisode lundi, je crois. Je sais pas, on en y a... Alors, c'est une série qui fait 10 épisodes. On en y a aussi 5 ou 6, moi je suis sur 5. 6, donc le 6 est sorti là, je pense. Le 6 c'était cette semaine. Hein. Et c'est une série qui sort un épisode par semaine et c'est pas pour rien parce que c'est une série qui se déguste. Parce qu'elle est absolument top. Donc je vous mets la pochette, voilà. Counterpart. Le nom, franchement, ne donne pas envie. L'affiche, franchement, ne donne pas très envie non plus. Et pourtant, il faut absolument regarder cette série. Il y a un acteur, ça donne envie de le voir. Oui, il y a un acteur qu'on aime beaucoup. Ça, alors c'est lui, c'est J.K. Simmons. Ah, si vous voulez savoir où on l'a vu, restez jusqu'à la fin de l'émission. Déjà, voilà quoi. Wink, ça te pose le truc déjà. Voilà, parce que ce mec est génial. Ok, bon, jusque-là. Ouais, il y a Black Sails sur ça, exactement. Ouais, tout à fait. Donc, c'est... American Gods aussi. American Gods, ouais. Ouais, mais c'est pas toujours subtil, voilà. Non, c'est pas la chaîne de la subtilité. C'est ça. Stars, et bien celle-ci, oui, parce qu'en fait, ça va nous parler de Howard Silk. Alors, on va rencontrer ce gars. Il est
employé dans un bâtiment officiel des Nations Unies. On sait pas vraiment ce qu'il fait, on sait juste qu'il est en bas de l'échelle. Ouais, mais lui-même, il sait pas ce qu'il fait. Lui-même, il comprend rien ce qu'il fait, donc son métier, c'est ça. Vous ne comprenez pas, nous non plus. Il va derrière une vitre et il échange des phrases qui ne veulent rien dire avec un autre gars qui est en face de lui. Et il repart. C'est pareil. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? On ne comprend rien. Et pour cause, en fait, il apprend très très vite qu'il est en train de communiquer avec un autre monde. Et ouais. Ouais, oui, un vrai autre monde. Parallèle. Un monde parallèle. Et donc, dans ce monde parallèle, alors bon, je vous explique pas les détails techniques, mais en gros, on apprend que à un moment donné, pendant la guerre froide, les scientifiques ont fait exprès ouvert une petite brèche. Ouais, une expérience qui a mal tourné. Voilà. Hein. Et cette brèche, en fait, ça a créé un univers parallèle qui, au départ, était identique, en fait, mais qui petit à petit a du coup, voilà, qui a du coup trouvé son propre rythme, sa propre timeline finalement, et des événements qui étaient les mêmes au départ peuvent dévier dans le temps présent. C'est un peu complexe, mais en gros c'est ça. Et donc il se trouve que Howard Silk va se rendre compte qu'il a un double dans l'autre univers, qui est counterpart, son counterpart, son alter ego. Donc ils sont là tous les deux. Sauf que leur départ, on va dire, est le même. C'est ça. Mais leur point d'arrivée est totalement différent. Et c'est ça qui est génial dans cette série. C'est ça qui est intéressant. Ils ont les mêmes souvenirs, ils ont vécu les mêmes choses, mais finalement, ce sont deux personnes complètement différentes. Autant le Howard Silk dans notre univers, c'est quelqu'un vraiment de fondamentalement bon, d'affable, qui va vraiment se préoccuper des gens. Autant l'autre Howard, c'est un peu l'opposé. C'est un peu un bâtard, ouais. Tu peux dire que c'est un peu un bâtard. Il peut se montrer violent et tout ça. Il cache certaines choses, on ne sait pas trop. Déjà, il s'habille en noir déjà pour montrer qu'il est vraiment, vraiment différent. Et en gros, toute la thématique, c'est véritablement qu'est-ce qui fait ce que l'on est. Qu'est-ce qui fait de nous ce que l'on est. Exactement. Sommes-nous la somme de nos expériences ? Donc finalement, est-ce que le Howard, même s'il y a une base commune, les expériences ont fait qu'il est devenu quelqu'un d'autre ? Ou finalement, est-ce que l'on est comme l'on est ? Et finalement, on ne change pas. Et finalement, est-ce que les deux Howard ne sont pas finalement semblables au final ? Ils ne sont peut-être pas si différents que ça. Ça va être vraiment toute la thématique. Et est-ce que c'est la société qui nous définit ou est-ce que c'est notre background familial, notre environnement ? Il y a plein de questions que tu commences à te poser autour de ça. Tellement. Mais enfin, cette série, c'est un truc de fou. Le cerveau est en ébullition. Bon, déjà, c'est vrai que c'est un peu complexe. C'est bien expliqué dans la série. Mais c'est bien expliqué. Voilà. Hein, on n'est pas très en deux phrases, c'est un peu compliqué, mais c'est beaucoup mieux amené dans la série. On comprend très bien la différence entre les deux univers. Ouais. Et ce qui est top aussi, en fait, c'est que la série se déroule à Berlin. Ouais, c'est bien. Et je trouve que ça change. Bah, c'est bien. Il y a que les acteurs de la série Dark, d'ailleurs, qui sont dedans, la série allemande de Netflix. Ah, ouais, ok. Et alors, du coup, dans un côté, quand même, il parle quand même anglais, et dans l'autre, il parle beaucoup allemand. Oui, tout à fait. Il parle plus allemand d'un côté que de l'autre. Ouais. Tu commences à repérer certaines choses. Voilà, tu repères des choses. Au départ, c'est sur la langue, après, c'est sur l'environnement, etc. Si vous avez, par exemple, aimé dans Fringe les univers parallèles, on est tout à fait dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'on a la même ville qui est quasiment pareil, mais pas tout à fait. Donc, on va avoir des détails visuels qui nous permettent d'identifier dans quelle ville où on est. Il y a ce filtre, toujours le filtre de couleur, c'est connu maintenant. Mais je pense que c'est pas innocent que ce soit Berlin, vu que Berlin-Est et Berlin-Ouest. Mais complètement. Forcément. Ah, mais complètement. Et puis, la scission à la guerre froide, c'est clair que. C'est pas innocent que c'est pas du tout. C'est rudement malin, innocent. Je dirais. Et surtout qu'il y a quand même un côté qui est beaucoup plus aisé et. On va dire libertaire que l'autre. Alors que l'autre, c'est. On sent qu'il y a des trucs en ébullition. Tu sens que c'est. Ouais, effectivement, c'est doublement intéressant de ce côté-là. Et effectivement, chacun a son double. Et dans Fringe, il y avait le gentil Walter et le bad Walter. Ouais. Et là, c'est un peu la même. Alors, sur Howard, on se rend compte qu'il n'est pas que gentil ou que méchant. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a d'autres personnages, notamment un personnage que j'ai trouvé génial, la tueuse. Ouais, elle est vachement bien. L'actrice, elle joue vraiment bien. L'actrice est cool. Mais pourquoi une personne est tueuse dans un univers et pas dans l'autre ? Sur le même.
sur le même traumatisme d'enfance, sur le même vécu, comment deux personnes exactement pareilles peuvent devenir différentes. Ouais, complètement divergentes. Complètement divergentes. C'est vrai, ça est forte. C'était ça, sur le premier épisode, j'étais un peu en attente, essayer de comprendre ce qui se passe. Puis bon, il y avait de l'allemand, je disais, oh là, attends. Qu'est-ce que c'est que cette langue étrange ? Quelle est cette langue ? Et puis tout d'un coup, l'épisode 2, ça a été... je crois que c'est le 2. Ouais, c'est le 2. Waouh! Alors je me suis dit, t'es là, déjà, tu penses déjà que son personnage, ça va être un personnage mineur, en fait, la tueuse, mais en fait, non. Pas du tout. Top. Tu vas commencer à t'intéresser à elle, à creuser son passé et tout, et c'est juste passionnant. En fait. C'était passionnant, exactement, c'était passionnant. T'as une empathie qui se crée, en fait. Tu commences à reprendre, tu commences à te soucier d'elle, en fait, mine de rien. Ah oui, non, mais c'est ça qui est très très fort. C'est très, 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 très bien. Le personnage aussi que j'ai. Alors, c'est difficile. Bon, je vais quand même la montrer. Je l'aime. Franchement, j'aime beaucoup elle. Olivia Wilde. Williams, pardon. Wilde, c'est l'auteur. Ouais. Williams, qui elle aussi est un personnage hyper intéressant. Ouais. Et. Bon, on peut pas trop dire. Ouais, mais complexe. Personnage complexe. Super complexe. Et. Bon, c'est des têtes d'affiche de fou. C'est maîtrisé de bout en bout. C'est maîtrisé, la mise en scène. Enfin, de bout en bout, j'en suis à l'épisode 6, puisque c'est un épisode par semaine, mais pour l'instant, je trouve que c'est une série d'espionnage, quand même. C'est complètement de SF, un peu, parce qu'il y a mais c'est juste cette divergence entre les univers parallèles. Sinon, c'est vraiment plutôt c'est pas la SF, t'as pas l'œil. Ambiance espionnage, comme dans... T'as mis John Le Carré. Parce que j'ai mis John Le Carré dans les bouquins. The Night Manager, voilà, c'est ça que je cherchais. The Night Manager, qui était une très très bonne série. C'est pas vraiment quelque chose que... C'est pas le genre que je préfère en fait en série télé. Mais celle-ci, elle m'a complètement accrochée parce que cet univers est passionnant vraiment de comprendre comment on en est arrivé là. L'univers, ces personnages est vraiment, vraiment intéressant. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on passe d'un univers à l'autre avec ce bâtiment des Nations Unies. Oui, c'est ça. C'est très symbolique aussi. Que tout ne se déroule pas que d'un seul côté. Voilà. On va pas suivre notre article. En fait, on va voir un peu. On va vraiment les deux. Bon, mais ça, c'était comme dans Fringe aussi. Il y avait le passage dans le. Ouais, après, ça a changé dans le film. Mais bon, vraiment, c'est la série que si vous aimez les séries où on réfléchit. Si vous aimez l'ambiance un peu... les sacs qui posent leur ambiance, c'est une série d'ambiance où c'est vraiment fait pour vous, quoi. Ça m'a vraiment fait penser à plein de choses que j'ai aimées. Aussi The Americans, avec le côté double pays. Quand il y a les flashbacks et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Et puis voilà, puis les acteurs sont magiques. Les acteurs sont top, mais non, c'est du bel ouvrage. Du bel ouvrage. Il y a que le générique, moi il est bien, mais du coup il est un peu long. En fait, le générique, il y a trop d'images en fait. J'avoue que j'avance. Parce que moi je le fais jamais, mais celui-là. Moi je suis intégriste, je coupe pas les génériques. Il finit pas les séries, mais par contre le générique, complètement. jusqu'à la dernière seconde. Mais complètement. Non, c'est franchement. Voilà, le rythme n'est pas ouf non plus, mais c'est dense, mine de rien. Il se passe toujours un truc, il y a toujours une tension dans toutes les scènes en fait. T'es jamais. Pas un moment tu t'ennuies en fait dans cette série, malgré le rythme parfois un peu lent Non, parce que t'as toujours à réfléchir en fait, même quand il se passe pas grand chose. Déjà pour identifier dans quel côté tu es, quel personnage est devant toi. C'est pas si évident que ça en fait. Justement, on n'est pas. Je mets la chemise noire, je suis le gentil Howard. Je mets la chemise blanche. Je mets la blanche, je suis le gentil Howard. Je mets la noire, je suis le méchant Howard. Ah, pas du tout. Non, c'est pas ça. Et justement, il s'amuse avec ça, donc c'est. Non, franchement, j'aime bien le bel ouvrage de Kevin. En même temps, c'est vrai, quand t'as une série qui a quasiment que des qualités, on sait trouver un défaut en fait, mais j'ai pas réellement trouvé pour l'instant de défaut. Ah non, celle-là, j'en ai pas trouvé. Un truc qui font mal, mais non, c'est bien interprété, c'est bien écrit. Je trouvais vraiment l'univers est bien introduit parce que c'est toujours un peu casse-gueule. Un univers avec. Il y a beaucoup d'informations quand même à gérer d'un coup. Et c'est plutôt. J'ai des trucs auxquels je suis assez soucieux de ça. La façon dont on va te présenter un nouvel univers au niveau de la narration. Et dès le début, tu vois un peu le travail de Ward de son point de vue, tu comprends pas, mais c'est petit à petit, on t'amène vers ça et tu commences à comprendre un peu les choses. Et c'est vraiment bien fait. T'es pas perdu en fait au niveau du récit. Ça, je trouve que c'était important et c'était vraiment bien fait. Oui, t'es pas largué quoi. T'es pas largué, ouais.
Donc non, c'est très bien. En fait, t'accompagnes Howard dans sa découverte, finalement, t'es avec lui. Et... Oui, finalement, on est de son point de vue à Howard. On apprend les choses en même temps que lui, et du coup, ça fonctionne toujours. Ouais, complètement. Je crois qu'il est temps d'en apprendre un peu plus sur J.K. Simmons. Oui. Voilà. Donc, restez avec nous. Donc, c'est la dernière rubrique de l'émission, c'est la rubrique What Else, et donc, on va vous parler de J.K. Simmons. Donc le héros de Counterpart, mais pas que. J.K. Simmons, c'est l'un de mes acteurs préférés, ni plus ni moins. C'est quelqu'un que, si tu le vois dans un film ou une série, c'est rare que ça soit de la merde. Et il a même pas joué dans Parks and Recreation. Non, il n'a pas joué dans Parks and Recreation, exactement. Comme quoi. Tout arrive. On va avoir que des qualités non plus. Donc, savoir que c'est quelqu'un qui a en fait une longue carrière dans les séries télé. Oui. J.K. Simmons. Il est pas tout jeune. Il est pas tout jeune, mais il a fait beaucoup de choses dans la série. Donc forcément, il a fallu faire une sélection au milieu de tout ça. Donc, dans mon premier choix, j'ai choisi la franchise Law & Order. Donc il a fait quasiment ses débuts. Et comme beaucoup d'acteurs dans la franchise Law & Order, j'ai mis une image, elle n'est pas très explicite, mais on va mettre ça. Il a commencé par jouer un petit rôle dans la saison 4. Ouais. Et après, on a dit, tiens, mais lui, en fait, il n'est pas si mauvais que ça, on va le casser dans un rôle plus intéressant. Donc, il a retrouvé à jouer le rôle du docteur Emil Skoda, donc, qui est à l'écran, dans près de 45 épisodes, quand même, de Law & Order. Il a été tellement bien qu'il a joué dans 2 spin-offs. Il a apparu dans SVU, donc Special Victim Unit, je ne sais pas comment c'est en français. New York Unité Spéciale. New York Unité Spéciale et Criminal Intent. Section criminelle. Section criminelle, c'est passé ça aussi en France. Donc en gros, ça c'est 45 épisodes, même plus. Ah ouais. D'accord, tu vois, j'ai vu tous les épisodes de SVU et de Criminal Intent, mais... Voilà, et donc sur une période qui s'écoule de 1997 à 2010. Quand même. Ah, quand même. Eh ouais, bah oui, Law & Order, c'est quand même un sacré morceau, le truc là. Ça rigole plus, hein. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment un de ses premiers gros rôles, parce que 45 épisodes, c'est quand même pas mal à la télévision. Ensuite, le rôle, pour moi, qui m'a fait découvrir J.K. Simmons, donc il s'agit d'une série HBO qui s'appelle Oz, dans laquelle il joue le rôle de Vernon Schillinger, un sacré enfoiré, un néo-nazi qui est vraiment une terreur. Magnifique tatouage. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment le méchant quasiment de la série Oz. C'était vraiment une pourriture, vraiment de la pire espèce, mais complètement fascinant du début à la fin, et magnifiquement incarné encore par J.K. Simmons. Donc il a joué de 1997 à 2003. Donc mine de rien, déjà, il a couvert une bonne partie de sa vie dans les séries télé, le bonhomme. Il a fait beaucoup de choses. Oz, quoi. Oz, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, donc ça se déroule dans une prison de très haute sécurité, Emerald City, ça s'appelle, et ça raconte la vie de détenus. Excellent, à voir si vous avez vraiment à voir. Je ne sais pas si ça a très bien vieilli, mais à l'époque c'était vraiment bien. Même si je pense que maintenant il y a comme des thématiques qui sont toujours d'actualité, qui sont abordées dedans. Voilà, ça vaut le coup d'y jeter un œil quand même, pour voir la performance. Et puis il y a tellement d'acteurs qui sont passés dedans, vous allez forcément en reconnaître plus d'un. Ensuite, dans mon troisième choix, encore dans une série télé, j'aurais dit la série The Closer. Alors pourquoi j'ai choisi la série The Closer ? Parce qu'il a joué, encore une fois, dans 7 saisons quand même de The Closer, de 2005 à 2012. Donc quand je disais qu'il a passé... Dommage que la série soit naze, mais... Voilà, c'est un cop show un petit peu banal, finalement, voilà. Enfin, banal. Moi, j'ai vu un des épisodes, je sais pas, à la télé. En fait, je supporte pas Kira Sedgwick déjà, donc c'est... Oui, forcément, quand c'est l'actrice principale, c'était le chef, en fait, de la brigade. Ouais, c'était son assistant, en fait. Enfin, c'est la chef, et lui, c'est le second. J'ai pas aimé. Bah, grosso modo, c'est un cop show qui se déroule à Los Angeles, je crois. Donc, c'est les enquêtes de la semaine. Comme tout un tas d'autres séries du même genre, quoi. Mais voilà, il a passé quand même un sacré bout de temps dedans. Donc voilà, entre Law & Order, entre The Closer, déjà, ça lui fait une belle carrière à la télé. Et en fait, il a passé beaucoup de temps encore à la télé dans les années 2000. Donc j'ai pas mis les images, mais il y avait des apparitions dans Numbers, il y avait des apparitions dans Nip Tuck, dans Urgence. Et il a toutes faites en fait alors. Ah mais il a participé à tout, dans Third Watch, je sais que toi tu aimes beaucoup Third Watch. Et vraiment, c'est soit des apparitions d'un épisode, tu vois, mais il a vraiment joué dans beaucoup de séries de ça. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il a fait quasiment presque plus de séries que de films au final. J.K. Simmons. En même temps, si tu me parles de films, tu vas me perdre. Voilà. Tu as joué dans quel des films alors ? J'ai quand même conclure avec 2 films de J.K. Simmons. Ok, alors. Le premier, celui-là, je sais pas, tu l'as sûrement vu celui-ci. Ouais.
Non, ça te parle pas celui-là? Non. C'est Spider-Man, il joue dans les Spider-Man de Sam Raimi. Ah si, j'ai vu ça, il jouait Spider-Man. J. Jonah Jameson, qui était excellent dans ce rôle-là. Ouais, donc le rédacteur en chef il cabotinait tellement du Daily Bugle et il est tellement fort qu'en fait, je pense que personne ne pourra incarner le personnage après lui. Tellement il ressemble au comics, tellement il est parfait. Il est même tellement bon dans le rôle du personnage qu'il a incarné le personnage également dans les séries d'animation Spider-Man, également dans d'autres séries Marvel. Mais le mec, il était tellement bon, on lui a demandé de revenir et de faire les voix. Donc j'ai noté, c'est une série Ultimate Spider-Man, il y a pas mal de films d'animation Marvel également où il joue dedans. Et vraiment, il est vraiment bon. Comme il dit Jeff, il cabotine à fond dedans. Donc il est super aussi en comédie alors. Mais en fait, il sait tout faire, ce mec. Ça m'a pas marqué. Autant au niveau de la tronche, il n'a pas beaucoup évolué depuis les années 80. C'est pas vraiment ce qu'on appelle un acteur caméléon, tu vois. Il a toujours la même tête. Ils lui ont mis des cheveux, ça suffit. Voilà. Mais en revanche, il est capable de jouer vraiment, vraiment énormément de choses. Donc vraiment beaucoup de choses. Et je vais conclure avec un film qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, donc lequel il est phénoménal. Il s'agit du film Whiplash. Est-ce que tu as vu Whiplash? Non. Il incarne un professeur de musique, on va dire tyrannique, et encore, je souplesse mes mots, tu vois, dans le mot tyrannique. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà, imagine le nazi en prof de musique. Même en prof de musique. À un moment, j'ai des traumatismes avec les profs de musique, alors. Ah bah ouais, lui, il va traumatiser, je pense. Ah ouais, d'accord, ok. Il est formidable. Le film est formidable, déjà. D'accord. Mais lui, il est incroyable dedans. Il est terrifiant. Alors que le mec est une crème, en fait, en vrai, il est incroyable. Et ce mec-là, c'est tout joué. Et c'est pour ça que c'est un de mes acteurs préférés. Mais voilà, c'est vraiment quasiment une valeur sûre. On parle dans la chatroom de Justice League. Malheureusement, il a une tâche sur son résumé. Je suis méchante, je relève les trucs, mais bon, c'est vous la chatroom. Après, bon, je dis ça, j'ai toujours pas vu Justice League, donc je pourrais pas. Kevin, notre cinéphile de la bande. Parce que justement, je suis cinéphile. Je pense que tu l'as dit, voilà. Ok. J'ai 2 heures de mon temps, je préfère les passer à faire autre chose que regarder. À finir une série ou un truc comme ça. Par exemple, oui, voilà, je préfère encore finir une série que regarder. Il l'a dit, vous êtes témoin. Exactement. Mais voilà, J.K. Simmons, vraiment, c'est le top du top, au niveau des acteurs de cette génération, voilà. J'espère qu'il va avoir. Donc à retenir. Si vous n'avez pas vu Oz, il faut absolument regardez Oz, voilà, au niveau série. Et moi, je dois regarder Whiplash. C'est par Damien Chazelle, celui qui a fait La La Land. D'accord, ok. Bon, je ne dois pas quand même re-regarder Spider-Man, parce que si je l'ai vu une fois, ça suffit, je pense. Si t'as pas envie de regarder Spider-Man, ne regarde pas Spider-Man. Mais regarde Whiplash, vraiment. Il est en train de me dire de regarder un film pour la prochaine fois. Ça va être dur. Je sais pas, tu vas pouvoir te concentrer sur une régie de genre ou pas? Je sais pas comment on fait pour regarder un film. Putain. Il n'y a pas de pause au milieu, il n'y a pas de générique. C'est bizarre les films, je ne sais pas. Surtout que tu finis le film et tu fais après, mais ils sont où les 10 autres? C'est ça, ouais. Il y a que les Marvel que tu peux faire ça en fait. Ah ouais, ça marche. Donc voilà, bon ok, donc c'est cool, j'ai des devoirs à faire. Toi, t'as Irresponsable saison 2 à voir, donc ça tombe bien aussi. C'est sur ça, je vais la finir, ça c'est ça. C'est pas trop difficile. Donc voilà, on a fait le tour de toutes nos recos séries du mois. J'espère que parmi toutes les séries qu'on vous a citées, vous allez trouver votre bonheur. Ouais, il y a de tout. Il y en a un peu pour tous les goûts. C'est varié. Voilà, c'est de la SF, de l'espionnage, de la comédie, ma foi. Vous pouvez vous y retrouver. Si vous avez pu tout voir, bravo. Bravo, parce qu'il y a du taf. Il y a quand même du taf. Et si vous voulez continuer à parler séries avec nous, eh bien, il y a encore Twitter ici. Si j'arrive à le mettre. Bien, hop. Il y a encore Twitter pour communiquer et dans parler le bon sens, séries, en plus, t'as vu. Il y a de la maîtrise. Voilà. Bien, dans la chatroom, on nous dit qu'ils vont commencer Counterpart ce week-end. Ouais. C'est bien, demain il pleut. Très très bonne chose. Ah ouais, Counterpart. Oui, c'est un week-end un peu pourri, c'est le moment de regarder des séries à la maison. Allons-y, je vous le dis. C'est plus d'excuses. Après, on va commencer à vous dire qu'il faut sortir pour prendre les rayons UV du soleil. Donc autant en profiter tant qu'il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil en ce moment, donc voilà. C'est un temps à série. Parfait, temps à série. Donc merci à la chatroom d'avoir participé d'avoir tchatché avec nous. Chatroom avec nous. Si je peux me permettre juste un truc, on remercie Yaino, Sonic et Myrdine qui ont resub à la chaîne. Yes, merci beaucoup. Merci à vous. C'est vrai quand ah oui, effectivement. Et merci à Jeff pour la régie. On vous donne rendez-vous très vite. Et puis en attendant, on vous souhaite de passer de très bons moments devant votre télé, à regarder des séries avec un petit café, peut-être, pourquoi pas. Et voilà, à très vite. Pour la suite, c'est geeking.fr/agenda. Salut à tous.
Bye bye. Ciao.